La veille de la guerre de 6 jours en Israël, il y avait une crise économique. Le premier ministre, Levi Eshkol, qui était rentré comme un remplacement de Ben Gurion, avait le pouvoir, mais il n'avait aucune expérience du question de sécurité. Personne en Israël se préparait pour une guerre et les renseignements militaires ont dit 1967, il n'y aura pas une guerre. Il y avait une tension entre l'Israël et la Syrie. Il y avait des guerres autour du bombardement de la vallée du Jourdain. Et les Russes, à cette époque, on voulait prouver au monde arabe qu'ils sont de leur côté. Alors, ils ont donné une fausse information qu'Israël se prépare pour une guerre contre la Syrie. Quand la fausse information est devenue connue en Égypte, le président d'Égypte, Abdel Nasser, a dit « Voilà, c'est maintenant le moment que je peux me montrer comme le protecteur du monde arabe. Je vais rentrer mon armée au Sinaï, je vais filmer ça dans la télé, les Israéliens vont avoir peur et la guerre va s'arrêter. » À cette époque-là, on parle que l'État d'Israël, il y a 2,5 millions d'habitants. Les pays arabes autour, il y a à peu près 100 millions d'habitants. Mais l'Israël pouvait présenter une armée qui est presque la grandeur des armées arabes. Pourquoi? Parce que c'est une armée basée sur des réservistes. Alors, à cette époque-là, avant la guerre, les pays arabes avaient environ 300 000 soldats. Israël avait 250 000 soldats. Mais si on regarde, les pays arabes avaient en même temps 800 avions, Israël avait 200 avions. Les tanks, les pays arabes avaient vers 2000, l'État d'Israël avait peut-être 1300 tanks. Pouvoir tenir ça, ça veut dire avoir tout le peuple à l'armée. Et ça, c'était un problème. Le chef d'état-major, Yitzhak Rabin, décide qu'on ne peut pas être surpris et il décide pour appeler tous les réservistes. Et les deux côtés commencent à aggraver. Le président Nasser continue à parler dans la radio, à la télé, et dire « Nous, on est prêts, on va faire la guerre, on n'a pas peur des Israéliens ». Les Israéliens se préparent et la tension publique commence. Pendant ce temps-là, le gouvernement, les politiciens israéliens cherchent toutes les façons de ne pas avoir une guerre. Ils vont en Amérique, ils vont en Angleterre, ils demandent l'opinion publique de pousser les Égyptiens à ne pas faire de guerre. Ils montrent à l'ambassadeur russe qui était encore en Israël qu'il n'y a aucune préparation de guerre contre la Syrie, mais les Égyptiens menacent les forces, l'ONU, de sortir du Sinaï. Les forces de l'ONU qui étaient là-bas pour garder Israël, pour garder la paix, décide qu'il sort du Sinaï. Et c'était vraiment une surprise. Je pense que même Nasser lui-même était surpris. Et dans l'armée, ils disent aux politiciens, on ne peut pas attendre encore. On ne peut pas tenir pour des semaines. L'armée de réservistes, c'est des gens qui doivent retourner à leur maison, à leur famille, à leur travail. Ce n'est pas une armée que tu peux tenir sans arrêt. Presque tous les hommes sont l'armée, personne ne travaille. Les gens ont très peur. Ils entendent en Israël la radio égyptienne qui parle en hébreu et qui dit « On va détruire Tel Aviv, on va détruire Israël ». Et la peur continue. À l'armée, ils disent « Il faut donner l'ordre. Eshkol ten pkuda, on peut commencer ». Et Eshkol décide « Bon, c'est maintenant le temps que je vais adresser le public israélien et je vais donner un discours en direct à la radio et dire « Tout va bien ». Nous sommes le 30 mai. Eshkol va parler. Il ne comprend pas que c'est en direct. Et il a changé quelque chose dans son discours. Il lit, il ne comprend pas vraiment ce qu'il lit. Il demande les gens à côté de lui, qu'est-ce que c'est ce mot en direct dans la radio? Et à la place d'être un discours qui renforce le public israélien, ça fait exactement l'inverse. Et l'opinion publique dit on veut un ministre de la Défense full job. On ne veut pas que Eshkol, le Premier ministre, continue comme Ben Gurion être le ministre de la Défense. Et Eshkol décide que Moshe Dayan, ex-chef d'état-major, maintenant fait partie de l'opposition avec Ben Gurion de la Knesset du parti de Rafi, va être
le ministre de la Défense. Et Dayan, pas comme Eshkol, voit qu'il n'y a aucune solution, mais de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer à attendre. On arrive le 4 juin, la décision est faite. Israël doit attaquer d'avant. Et pendant des mois, des années, l'armée de l'air se prépare pour quelque chose qui est étudié encore dans les écoles militaires, une opération énorme de détruire toute l'armée de l'air égyptienne dans les premières heures de cette guerre. Et le 5 juin, 7h15, pendant que les pilotes égyptiens sont retournés du patrouille du matin, les avions israéliens décollent d'Israël et arrivent à la même minute presque dans toutes les bases de l'armée de l'air égyptienne. Et après 15 minutes, après, il détruit les avions et vers 11h, l'ancien chef de l'armée de l'air, qui est maintenant le sous-chef de le chef d'état-major, Ezer Weizmann, dit à sa femme, on a gagné la guerre. Il n'y a plus d'armée d'air égyptienne. 8h15, lundi matin, 5 juin, les forces sur la terre autour de la bande de Gaza, vers Rafah, commencent à avancer. Le plus important pour Israël, c'est le front égyptien. La menace vient d'Égypte. Les autres côtés, la Syrie, la Jordanie, Israël est basé sur la défense. Alors Ariel, la guerre éclate dans le sud des pays, dans la région du Sinaï. Alors c'est vrai qu'on connaît les grandes batailles qui ont eu lieu dans cette région, mais il y a des anecdotes qu'on connaît un peu moins bien. Justement, alors moi je voudrais raconter une anecdote qui pour moi résume toute la guerre des 6 jours, qui est une guerre miraculeuse. Ouais. D'ailleurs Manitou, le grand maître du judaïsme, Rav Ashkenazi, du judaïsme français, disait que si on était encore en train d'écrire le Tanakh, on ajouterait un chapitre qui nous raconte l'état d'Israël et cette guerre des 6 jours. Cette histoire, c'est l'histoire d'une patrouille. Après que Tsahal ait pris Sharm el-Sheikh, on envoie 2 soldats en jeep patrouiller le désert autour de Sharm el-Sheikh. Ils arrivent dans un oued et au détour de l'oued, ils se trouvent face à face avec 2 Half-Track remplis de 30 soldats de commando égyptiens. 2 Israéliens, bon on est balèzes mais quand même, 30 commandos égyptiens. Un des Israéliens dit à son copain, on est foutu, fais comme moi. Il prend sa mitraillette, il la pointe sur les Égyptiens et leur crie, Iddak Leila, mettez les mains en l'air. Et les 30 Égyptiens lèvent les bras et se rendent. Aussi facilement que ça? Aussi facilement que ça, c'est incroyable. Alors les 2 Israéliens prennent ces 30 Égyptiens, ils les ramènent au campement, et là-bas bien sûr ils sont interrogés par le renseignement militaire qui interroge les prisonniers, et on demande au commandant égyptien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez 2 soldats israéliens, vous êtes 30 soldats du commando surarmés, qu'est-ce qui s'est passé? Le commandant répond, mais d'accord, ils étaient 2, mais qu'est-ce que vous faites des 150 qui étaient derrière? Alors là, on n'a pas compris parce qu'il n'y avait pas 150 derrière. Alors pourquoi il a cru qu'il y avait 150 soldats derrière? Justement, pour moi, ce qui est formidable et qui résume tellement cette guerre des 6 jours, c'est que cette histoire, on la connaît. Ouais. On la connaît d'une autre bataille qui a eu lieu il y a 2800 ans. Élisha, le prophète, se trouve à Dothan, et l'armée araméenne, c'est l'armée syrienne de l'époque, veut s'emparer du prophète. Alors, il se déploie autour de la ville, et le matin, quand le prophète se lève, son serviteur lui dit « Maître, on est entouré, encerclé, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Élisha prie Dieu et demande à Dieu de lui ouvrir les yeux. Et lui dit « N'aie pas peur, Rabim, Asheritanu, mais Asheritam. » Il n'y a plus avec nous qu'avec eux. Et alors, les yeux du serviteur s'ouvrent et il voit que toutes les collines autour sont remplies de cavaliers et de chars de feu. Alors de nouveau, quelque chose une intervention divine que Élisha a vue, que son serviteur a vue, que les Araméens apparemment ont vu puisqu'ils ont levé le camp, et les Égyptiens apparemment ont vu quelque chose de la même chose. On a aussi l'histoire du même genre de la guerre d'indépendance et aussi à Gaza. Donc c'est quelque chose qui revient, qui donne la dimension, je pense, prophétique, tanachique de cette bataille.
Et Ammar, qui était le chef d'état-major égyptien, dit à Nasser, tout va bien. Nasser, il est sûr que ça va bien. La radio égyptienne dit qu'il y avait des attaques israéliennes, mais ils n'ont pas réussi de faire rien du tout. Et 86 avions israéliens étaient fait tomber. Il faut se rappeler, les Israéliens n'ont que 200 avions. Ça veut dire si 86 avions israéliens étaient fait tomber, ça avait presque la moitié de l'armée d'air israélienne. Et à ce moment-là, il appelle son allié, le roi Hussein. Nous avons ici la conversation entre le roi Hussein et le président d'Égypte, Gamal Abdel Nasser. Alors, ce qu'il lui dit dans cette conversation, voilà, il y a la guerre entre nous et Israël. Ce n'est pas Israël qui fait la guerre, ce sont des Américains. En tout cas, nous allons gagner la guerre parce que Tel Aviv est en flammes. Ce qu'ils ont montré à la télévision égyptienne, c'est un incendie terrible à Tel Aviv. Il y avait un incendie pareil, mais c'était 2 ans avant. C'était un des bâtiments des images d'archives. Oui. Alors, le roi Hussein a été obligé de le croire et de le comprendre. Et donc, Israël était au courant que la Jordanie allait rentrer en guerre grâce à cette conversation, cette capacité, grâce à cette capacité d'écouter. Alors, Doudi, on se trouve à Jérusalem. Bien sûr, Jérusalem, ça va être le théâtre presque principal de cette guerre des 6 jours. Et il y a des personnages très importants, des généraux incontournables de cette bataille. Alors, l'un des généraux est en fait le commandant de la région centre. En fait, il faut comprendre que lui-même a déjà vécu la guerre d'indépendance. Il s'agit d'Uzi Narkis. Uzi Narkis raconte dans ses écrits qu'il a en fait presque sauvé la vieille ville de Jérusalem pendant la guerre d'indépendance, mais il n'a pas réussi. Dans la nuit du 17 au 18 mai 1948, on a essayé de venir en aide aux assiégés de la Ir Ha'atika, de la vieille ville. Uzi Narkis dirigeait les opérations à ce moment-là. Il a envoyé son bataillon, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à sauver les habitants de la vieille ville. Et là commence une histoire tragique à Jérusalem. Au lendemain de la guerre d'indépendance, la vieille ville va être séparée en 2. Il va y avoir une partie où l'État jordanien va diriger et l'autre partie, l'État israélien. Mais cette partie, c'était la partie la plus importante de la ville. C'était la vieille ville, c'était le Kotel, c'était le Rova Yehudi. Et Uzi Narkis va nous raconter comment ce moment historique où la ville va être séparée en 2 de façon temporaire va le marquer. Quant à moi, du fait du partage de Jérusalem, du fait que les Juifs étaient tenus à l'écart de la vieille ville et que le mur occidental était aux mains d'étrangers, j'ai vécu pendant 19 ans avec des sentiments de culpabilité. Une nuit durant, la porte de la vieille ville avait été entre nos mains et nous l'avions perdue. Ce sentiment va accompagner comme ça Uzi Narkis jusqu'à la guerre des 6 jours. 5 juin l'après-midi, les Jordaniens commencent à bombarder Jérusalem et prennent une place à Jérusalem, Armon HaNatziv. Eshkol donne un discours à la radio. Il dit en anglais, on n'a aucune attention offensive vers la Jordanie. Mais Hussein décide d'attaquer. La brigade de Jérusalem commence à attaquer Armon HaNatziv. Une autre brigade de réservistes commence à bouger vers la Troune, Malé Hamisha, et essaye d'entourer Jérusalem du nord. La chose la plus importante pour l'armée israélienne, c'est Arat Sofim. Arat Sofim, c'est une enclave israélienne au milieu du territoire jordanien. Il y a combien de kilomètres entre le Jérusalem juif et Arat Sofim, et ils ont peur que si la guerre éclate, les gens en Arat Sofim sont complètement entourés. Ça veut dire qu'il faut arriver à Arat Sofim. La nuit entre le lundi et le mardi, c'est une nuit très difficile et très connue parce que cette nuit, la brigade de parachutistes réservistes rentre sur une fortification jordanienne qui s'appelle Givat HaTachmoshet. Et pendant toute la nuit, il y a une bataille avec beaucoup de morts, beaucoup de problèmes. Mais le matin, les parachutistes ont réussi de prendre Givat HaTachmoshet et la route vers Arat Sofim est ouverte.
est maintenant mardi matin. Les unités montent sur Har HaTzofim. L'unité de Jérusalem continue au sud de Jérusalem. Pendant l'après-midi, ils continuent, ils ont presque entouré la vieille ville, mais aucune décision. Qu'est-ce qu'on fait avec la vieille ville? Quand Moshe Dayan arrive à Har HaTzofim, il voit la vieille ville, on lui demande qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit rentrer à la vieille ville ou non. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce Vatican? C'est une place tellement sacrée à toutes les religions, j'ai aucun intérêt de rentrer dedans. La nuit du mardi, le 6 juin décembre, un ministre du nouveau gouvernement d'union nationale, chef d'opposition, s'appelle Menachem Begin, attend dans la radio anglaise, dans le BBC, que peut-être il y aura un cessez-le-feu en Jordanie. Il dit comment on peut être autour de la vieille ville de Jérusalem et pas rentrer. Et le gouvernement se réunit dans une chambre qu'en principe est un miklat, dans la Knesset, parce que Jérusalem est bombardée. Et dans cette chambre, il y a une très grande dispute. Des gens qui disent, si on va rentrer à Jérusalem, on ne pourra jamais sortir, on ne pourra jamais quitter. Et à la fin, ils décident quand même de rentrer dans la vieille ville. Alors, parmi les personnages clés de cette prise de Jérusalem, il y a bien entendu le général Motagour. Tout à fait, Olivier. Motagour va en fait recevoir, je dirais pas vraiment un ordre. Au début, c'était juste une allusion du commandant général de la région centre, Uzi Narkis, qui va lui dire de ne pas oublier la vieille ville. Les combats à Jérusalem vont commencer le 5 juin et vont durer jusqu'au 7 juin. Les combats s'intensifient autour de la vieille ville, vers le mont Scopus, vers le mont des Oliviers. Et Motagour dirige les opérations. Au début de la guerre, Uzi Narkis a chuchoté à l'oreille de Motagour, n'oublie pas la vieille ville. D'un coup, la situation va s'éclairer. Et cette petite allusion va devenir un commandement. Le fameux téléphone de Ephraim Barlev, le chef d'état-major, qui va appeler Uzi Narkis et qui va lui demander « Ne laisse pas la vieille ville ». Il va transmettre ça encore une fois à Motagour « Ne laisse pas la vieille ville ». Le lendemain, le 7 juin, la situation s'est déjà calmée. Motagour va grimper sur les hauteurs de Har HaZeitim, du mont des Oliviers. Il a face à lui le paysage le plus beau de Jérusalem, le mont Moria. Motagour va prendre sa radio et va annoncer ce moment historique que tout le peuple d'Israël attendait. Il y a un personnage très important dans ces batailles, qui est le Rav Goren. Il joue un rôle important dans le Sinaï, mais qui va jouer aussi un rôle important à Jérusalem. Le Rav Goren est l'aumônier général de Tzahal. Et lui, il se voit déjà au mont Sinaï en train de sonner du chauffard au sommet du mont Sinaï et de recevoir la Torah à nouveau à notre époque. Et donc, il a emmené son chauffard et il se trouve dans la première vague d'assaut qui attaque l'Égypte. Après quelques minutes, son half-track est touché par un obus et prend feu. Les soldats ont eu la chance de pouvoir sauter hors du half-track. Le problème, c'est que dans le half-track, ils ont laissé tous leurs équipements. Et le Rav Goren lui a laissé son chauffard. Très rapidement, il va apprendre à la radio que Tzahal a ouvert un nouveau front à Jérusalem. Et il décide d'aller à Jérusalem pour sonner du chauffard au mur. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive à Jérusalem, il n'a pas de chauffard. Donc il envoie son aide de camp chez son beau-père, Rav Nazir, à David Cohen, en lui disant, va chercher le chauffard chez mon beau-père. אני נסעתי במכונית שלו, עם הנהג שלו, לבית של כן, בבית של הנזיר, ברחוב, הרב דוד כהן, ונסעתי לשלם הביתה, כי הייתי בבית אצלו, ואמרתי, אני רוצה את השופר. אז הוא לא דיבר, הוא היה אז בתענית דיבור, אז הוא הראה לי שהשופר מונח שם על ארון למעלה. לקחתי כיסא, עמדתי על השולחן, עליתי על הכיסא, הורדתי את השופר, ונסענו חזרה לרוקפלר, נתתי לרב גורן את השופר. Quel chauffard? Ce chauffard a une histoire. Ce chauffard était un chauffard qui arrive du Maroc. Le Rav David Skali, qui est allé du Maroc en Algérie, a emmené ce chauffard du Maroc en Algérie. C'était un sioniste fervent et il avait annoncé que Jérusalem serait libérée, la Géoula viendrait en 1968, Tafshin Kafret. Et quand plus tard son gendre va faire son aliyah en Israël, son gendre Rav Khalifa,
il lui dit, prends ce chauffard et amène-le avec toi à Jérusalem pour en sonner au moment de la Géoula dans quelques années. Le Rav Khalif arrive à Jérusalem, il rencontre le Rav Goren, aumônier des armées, et lui dit, j'ai là un chauffard qui m'a été donné par mon maître et beau-père, le Rav David Skali, c'est le chauffard qu'il faudra utiliser au moment de la Géoula. Le Rav Goren lui dit, tu sais, ton Rav, ton beau-père s'appelait le Rav David Cohen Skali, mon beau-père s'appelle Rav David Cohen. Ton beau-père était un grand sadique, mon beau-père est un grand sadique. Je pense que je vais mettre le chauffard en dépôt chez mon beau-père. Et c'est donc chez son beau-père, le Rav Nazir, que le Rav Goren envoie son aide de camp qui va chercher ce chauffard. Et c'est ce chauffard qu'on va entendre dans toutes les radios du monde sonner la libération de Jérusalem. Alors à part ces grands généraux dont on a vu l'histoire ensemble, il y a aussi des personnes, on va dire, un peu plus simples, mais tellement importantes aussi, comme l'histoire du Rav Israël Ariel. Le Rav Israël Ariel était un simple combattant pendant la guerre des 6 jours. Il a lui-même vécu les combats. Et lorsque Motagour va donner cet ordre de rentrer dans la Hiratika, de traverser la porte des lions, Shahara Arayot, il va lui-même, avec ses compagnons, traverser tout ce chemin. Il arrive sur le mont du Temple. Il voit des signes de la Géoula qui sont en train de se dérouler devant ses yeux. Il voit les combattants entrer dans Kippat HaSela, l'endroit du Beth Amikdash. Il comprend que c'est un moment magique. Et là, il entend murmurer que 2 personnes âgées sont arrivées. Shne Skenim et Giou Lekan. Pourquoi 2 Skenim? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et puis, leur chemin continue vers le Kotel. Ils arrivent dans la petite ruelle qu'il y avait à l'époque. À l'époque, on n'avait pas encore cette grande esplanade. Le Rav Israël Ariel, pendant ce chemin, commence à réfléchir et se dit, s'il y a ici 2 Skenim à Jérusalem, si est venu le moment de la Géoula, on va alors rencontrer Eliyahu Hanavi et le Mashiach. Qui peuvent bien être 2 Skenim au moment de la Géoula, si ce n'est pas eux? Il descend vers le Kotel avec ses compagnons, ils arrivent au Kotel, et lorsqu'ils arrivent au Kotel, il y a le Rav Goren avec son chauffard, il y a les Chayalim qui pleurent, il y a les Chayalim qui sont émus. Il y a les Chayalim qui font la fête. Et il va rencontrer, aux côtés du Rav Goren, 2 Skenim. 2 Skenim de Jérusalem. Le Rav Anazir, le Rav David Cohen, et le Rav Tzvi Yehuda Kouk, Zecher Tzadik Livracha. Ces 2 Skenim, c'était les Rabbanim du Rav Israël Ariel. C'était pas Eliyahu Hanavi et Mashiach. Mais rien que de comprendre que ces rabbanim à lui sont là pour ce moment historique, il dit, ça aussi c'est la Géoula. 2 j'ai appris et ensemble on fête la libération de Yerushalayim. Jérusalem à 10h du matin est pris. L'armée israélienne continue le même jour à Jéricho, arrive jusqu'au pont sur le Jourdain et explose ce pont. Comme ça, les renforcements jordaniens ne peuvent pas rentrer. Le lendemain, les forces continuent vers Bethléem et Hebron. Il n'y a que des drapeaux blancs. L'armée jordanienne n'existe plus et l'armée israélienne rentre à Hebron, que des drapeaux blancs. Le rabbin de l'armée décide que la chose la plus importante, c'est rentrer à Meharat HaMachpelah. La première personne qui rentre à Meharat HaMachpelah à Hebron, c'est le Rav Goren. Le même jour, on est déjà jeudi, le 8 juin, l'armée israélienne arrive de l'est et du nord à Shrem. La population de Shrem est sûre que c'est l'armée irakienne parce qu'ils viennent de l'autre côté. Ils jettent du riz et des fleurs sur les tanks israéliens. Les chars israéliens prennent Shrem, la ville la plus grande dans la Cisjordanie, en 2 heures. Et après 2 heures, la population de Shrem comprend. Ce n'est pas les Irakiens, c'est les Israéliens. Jeudi, la guerre avec la Jordanie est finie. La guerre avec l'Égypte est finie. Le dernier front dans cette guerre, c'est le front du Nord, avec la prise du Golan. Il y a un personnage qu'on oublie un peu dans cette histoire, c'est Eli Cohen qui a beaucoup participé en fait à cette prise du Golan, à sa façon. Eli Cohen, notre homme à Damas, n'a pas vu la guerre des 6 jours puisqu'il a été capturé par les Syriens en 65 et pendu en mai 65 déjà à Damas. Donc, Eli Cohen réussit à devenir un des personnages incontournables dans la high society de Damas et il est ami avec le général en chef
qui l'emmène en visite sur le Golan syrien. Le Golan, à l'époque, c'est une zone militaire interdite aux civils. Et j'imagine un espion israélien invité à visiter les défenses syriennes sur le Golan. Alors, Eli Cohen, qui a une mémoire phénoménale, va d'abord noter tous les endroits où se trouvent les fortins, les dépôts de munitions, les dépôts d'armes, etc. Mais en plus, il va dire au général syrien, vous savez, il fait très chaud dans vos fortins et c'est dur pour vos officiers. Si vous plantiez des eucalyptus, ça pousse très vite, ça fait beaucoup d'ombre et au moins les officiers pourront se prélasser à l'ombre au lieu de cuire dans la chaleur des fortins. Le général syrien va accepter cette proposition. Et ça va être formidable à la guerre des 6 jours parce que l'ordre qui va être donné aux pilotes israéliens, c'est tout simplement chercher les eucalyptus et lâcher les bombes sur les eucalyptus. Ça va détruire les fortins. La preuve, c'est que je vous invite à venir avec moi sur le Golan en balade. On peut visiter ces fortins, ils existent toujours encore. Mais comprendre qu'un soldat syrien, quand il est sous une pluie de bombes, il se terre, il ne peut pas psychologiquement être effectif et tirer sur les forces de Tsahal qui montent à l'assaut. Donc les renseignements de Eli Cohen ont permis en fait aux chars de monter l'assaut du Golan sans être détruits par les canons embusqués dans les fortins syriens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en sa mémoire, on a sur le Golan un Shvil Eli Cohen. Et c'est un chemin qui passe aux endroits où Eli Cohen est passé quand il était dans sa visite avec le général syrien. Et il y a des monuments et on raconte son histoire sur le Golan. Donc c'est une très belle balade à faire sur le Golan avec l'histoire d'Eli Cohen. Les Syriens, les premiers jours, ont bombardé un petit peu la vallée du Jourdain, ont fait un essai pas réussi de prendre Kibbutz Dan, et après, sauf des bombardements, bouge pas. Il comprend qui a les forces ici. Mais la population de la vallée du Jourdain, on dit pendant des mois et des années, on était menacés par les Syriens. Ils nous ont bombardés sans arrêt. Maintenant, on attend que peut-être cette guerre va être finie. Les Syriens vont rester sur notre tête et vont avoir le pouvoir de continuer à nous bombarder. Ils parlent avec le chef du Picou de Safon du Nord, David Elazar. Il dit c'est une décision du gouvernement. Moshe Dayan dit moi je ne veux pas être en guerre avec la Syrie. Si on rentre en guerre avec la Syrie, on va avoir des problèmes avec l'Union soviétique. Ça ne m'intéresse pas, la guerre avec les Syriens. Les habitants du Vallée du Jourdain viennent à Eshkol. Eshkol les écoute, ils disent « Bon, rentrez avec moi dans la réunion du gouvernement. » Ils rentrent, ils parlent, et après, il y a une grande décision. Moshe Dayan décide « Non, je ne vais pas rentrer à une guerre avec la Syrie. » Le lendemain, le vendredi matin, on ne sait pas exactement pourquoi, il donne une ordre à David Elazar, à Dado, sans parler à Rabin, le chef d'état-major, et prend le Golan. Le vendredi matin, les forces de Golani et d'autres forces de Picou de Safon commencent à grimper sur le Golan. Il y a des batailles très difficiles. La bataille de Tel Facher est moins connue que la bataille de Givat Atachmoshet, mais beaucoup de morts à Tel Facher. Mais le vendredi après-midi, l'armée syrienne n'existe plus. Le Shabbat, le 6e jour, presque tout le Ramat Golan qu'on connaît aujourd'hui est pris et l'ONU décide que la guerre est finie. Motsaei Shabbat, le maire de Jérusalem, avec un groupe de tractoristes, rentre à la place du Kotel et détruit le quartier de Mougrabien et crée le même Motsaei Shabbat, la Rachava, la place qu'on connaît autour du Kotel jusqu'à aujourd'hui. La guerre est finie. Dans la guerre des 6 jours, on connaît bien sûr les grands héros de cette guerre, les grands généraux, Ozi Narkis, Moshe Dayan, mais il y a aussi les soldats, on va dire Pachout, le soldat Pachout, les soldats tout simples qui ont joué un rôle très important. On ne raconte jamais assez l'histoire des soldats et en fait c'est eux qui font la bataille. Les généraux, Kvodam Bimkoma Munach, mais c'est les soldats qui font la bataille. Et je voudrais vous faire partager l'histoire d'un soldat. Il s'appelle Rouven Abramovitch, il est venu de Roumanie, il a grandi en Israël et 2 jours avant l'ouverture des combats sur le Golan, il se trouve en poste dans un fortin qui s'appelle Givat-Haim, qui est un fortin israélien face aux défenses syriennes. Et son fortin est bombardé et 3 soldats tombent touchés. L'infirmier court à leur secours et lui-même est touché par un obus et gravement blessé.
Alors le commandant du fortin se porte au secours de l'infirmier et Reuven, qui est mitrailleur, vient aider son officier. L'état de cet infirmier est critique, il faut absolument l'évacuer vers un hôpital, mais il n'y a aucun véhicule. Donc il cherche et il trouve un commande-car fermé à clé, il brise la vitre, il met le contact en faisant un court-circuit dans le système, prend le commande-car, embarque l'infirmier, les 3 soldats et les évacue sur l'hôpital où ils seront soignés et sauvés. Il rejoint son unité le jour où Tsahal commence à monter à l'assaut du Golan. Alors il est mitrailleur dans ce fortin, mais il voit que les tanks sont touchés et les soldats sont blessés, il faut les évacuer. De nouveau, il cherche autour de lui, il trouve un commande-car, il prend ce commande-car, il monte sur les contreforts du Golan, il remplit son commande-car de soldats, il fonce à l'hôpital, il revient, il va faire comme ça plusieurs allers-retours, jusqu'à l'hôpital, jusqu'au centre d'évacuation des blessés qui sont dans la vallée du Khoula, il va faire ça 2-3 fois. Et ayant fini, quand Tsahal a vaincu les Syriens et a pris pied sur le Golan, il retourne au fortin. Son officier est sûr qu'il s'est enfui par peur de la canonnade. Il lui dit « Toi, maintenant, je vais te juger pour désertion ». Le soldat dit « Non, mais j'ai pas déserté, je suis allé aider des blessés, sans plus ». Ça va prendre quelques jours pour que son officier ait vent de ce qu'a fait son soldat pendant les combats. Et Reuven sera décoré pour sa bravoure et pour avoir sauvé de nombreux soldats grâce à sa désertion. Au commencement, ils ne savaient pas comment appeler cette guerre. Alors il y avait qui ont dit la guerre de la victoire. Et le 6 jours, ce n'est pas que les 6 jours qui ont été la guerre, c'est en principe les 6 jours de la création. Le dimanche, le 4 juin,